Nous allons nous tourner et on va s'apercevoir que malheureusement ces emmerdes peuvent concerner aussi les Africains quand ils sont en France. Avec nous, Nathalie Demircian. On dit comme ça, Nathalie ? Oui, ça se dit comme ça, c'est très bien dit même. Bon, bah écoutez, merci. Et avec nous, un Mamadou. Ça je l'ai pas inventé. Hein. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, monsieur. Merci. Oh, pas monsieur, alors tout de suite, ça me donne un côté comme si j'étais respectable. C'est la première fois de ma vie que je deviens respectable. Merci d'être là tous les deux. Alors, vous allez nous raconter votre histoire. Nathalie, vous êtes journaliste pigiste. Et disons que c'est un journalisme militant qui vous amène à être avec nous ce soir. Absolument, ouais, engagé, oui. Ouais, alors allons-y, racontons l'histoire. Et puis après, on demandera à Mamadou de s'exprimer. Alors, je voulais juste vous dire qu'on n'a pas de haut-parleur, donc on va essayer de jongler avec tout ça. Ouais. Alors, vous expliquer un peu la situation. Moi, j'habite à Montreuil. Et si vous vous souvenez bien, l'année dernière, l'été dernier et également à l'automne dernier, il y a eu toute une vague d'expulsions sur Paris et sur sa banlieue. Il y avait également des incendies. Parfois, si vous vous souvenez bien. Et dans ce contexte-là de vague d'expulsion, on a donc eu ce phénomène qui a eu lieu également à Montreuil. Donc, par la force des choses, je me suis intéressée de près à ce qui se passait. Et j'ai découvert des choses assez incohérentes et assez choquantes pour un pays comme la France. Et alors deux questions, si je puis me permettre. Déjà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la situation que vous découvriez? Et est-ce que tout de suite, vous vous êtes rendu compte que l'on était dans une sorte de monde affamant par rapport à l'idée que l'on peut se faire des droits de l'homme? C'est complètement ça, c'est le mythe de la France qui est véhiculé aussi bien par les médias français, les politiques français que par les immigrants qui retournent au pays et qui n'ont pas l'honnêteté de dire la galère qu'ils vivent ici. Souvent, ils gardent toutes leurs économies pour rentrer au village et puis impressionner la famille, montrer, parce que bon, ils partent pour ça, donc si vous voulez, c'est le déshonneur aussi de rentrer et de dire, bon voilà, la France, c'est pas ce que c'est. Mais ce reportage, justement, permet vraiment de mettre en lumière, à l'intention des Africains, la réalité de l'immigration en France. Alors, on regarde le reportage et puis on reviendra. Déjà, mais peut-être juste avant, précisez-nous si vous étiez sensibilisé à ces drames humains qui sont ceux des Africains et d'autres étrangers venant chercher chez nous les bonheurs d'un Eldorado fictif. Est-ce que ça vous tracassait déjà ou est-ce que c'est l'actualité qui en quelque sorte vous a imposé ce coup de poing en révélation? Ça me tracassait par la force des choses également, dans le sens où j'ai quand même vécu en Afrique pendant pas mal de temps. Donc c'est un problème qui me touche personnellement, d'une part. Et d'autre part, je suis spécialisée dans le développement durable. Et à une ère où on parle de globalisation, où tout ce qui est marchandises, argent, etc. deviennent à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale, on n'arrive toujours pas à faire circuler librement les hommes. Donc il y a un problème à ce niveau-là également. Alors on va reparler parce qu'on ne peut pas, on reprendra les phrases qu'elles soient de droite ou de gauche, est-ce que toute la misère peut venir en France? Et c'est vrai que quand on est confronté à la réalité d'une situation, d'un individu en particulier, c'est intolérable. Et puis malheureusement, quand on se retrouve face à un ensemble de personnes, est-ce que notre comportement ne serait pas de faire en sorte qu'ils puissent exister chez eux et qu'il y ait un comportement d'assistanat qui leur vaille de ne pas avoir à fuir leur terre, ce qui est toujours extrêmement douloureux. Mais regardons le reportage. Montreuil est une ville réputée sociale, avec pour preuve ses 37% de logements sociaux. Ce qui ne l'empêche pas de participer à la pression immobilière. Les immeubles en verre remplacent les squats. Et lorsqu'on est sans papier, l'expulsion n'a plus de limite. Il y a eu un expert qui est venu. Qui a un expert envoyé par la préfecture qui a constaté l'état d'insalubrité de l'immeuble. Et moi je m'étonne dans la décision du juge que parce que c'est ce qui fait état de rapport d'enquête qui est obligatoire dans le processus pour expulser les gens. On n'a pas du tout pris en considération l'état d'insalubrité de l'immeuble parce qu'à ce moment-là, on aurait davantage mis en place une évacuation qu'une expulsion. Je ne sais pas, après moi les circonvolutions juridiques, je les connais pas bien. Mais dans la mesure où c'était des squatteurs, ça ne pouvait pas être une évacuation. Bon, donc ils sont occupants sans titre. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'évacuation avec relogement, c'est expulsion pure et simple. Et en plus, ces enfants, on a constaté qu'ils avaient des taux de saturnisme très élevés depuis quelques années déjà.
Et comme je vous disais, bon, moi ce que j'aurais trouvé à la limite plus propre, c'est que ces gens-là, on les évacue avant, quoi. Quitte à les expulser, que ce soit fait avant qu'il y ait trop de dégâts sanitaires. Une fois à la porte de leur immeuble, les familles ont décidé d'occuper la maison de quartier Lounès Matoub, rejoints par le soutien des habitants du quartier. Les forces de l'ordre, envoyées alors par la mairie, ont été décrites comme extrêmement violentes. Ils ont été tous zélés. Franchement, il faut le reconnaître. Surtout, il y a un policier au commissariat de Montreuil et qui n'hésitait même pas à taper vraiment franchement sur les gens. Donc, il le disait, ben, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Il y avait la moitié des familles qui étaient sans papier quand même. Voilà, justement, pourquoi avoir fait une arrestation, à la limite vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Nous, on n'a pas demandé on n'a demandé ni l'expulsion du gazomètre, ni l'arrestation de la personne en question. On n'a jamais vu dans le cadre d'une expulsion un arrêt pour manquement au papier. Enfin, je veux dire, c'est déjà suffisamment pénalisant. À la limite, ils les attendent le lendemain. Non, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi lui a été arrêté, par exemple, et pas les autres. Je ne pensais pas un instant, quand j'étais en Côte d'Ivoire, que des gens pouvaient dormir dans des taudis. Je ne pensais pas un instant aussi qu'on pouvait trouver des gens dormir à la Belle Étoile, des clochards, des gens, des blancs, je le dirais, des Français même qui ont la nationalité, qui sont chez eux, qui vivent au dehors. La fortune en Côte d'Ivoire avec ici, si tu as ta fortune qui est riche en Côte d'Ivoire, mais quand tu viens en France ici, tu n'es plus comme en Afrique. Donc ça ne sert à rien de venir, quoi. Et si tu es pauvre? Hein? Et si tu es pauvre? Si tu es pauvre, même si tu as un peu, tu fais un peu de ton commerce, tu fais tout pour te donner à manger à tes enfants avec toi-même. C'est mieux de rester au lieu de venir souffrir ici, quoi. Parce que moi, je peux me dire que la France, c'est la souffrance pour les immigrants. Le logement privé, donc, il y aurait... Enfin, vous l'avez évoqué avec le maire, par exemple? Non. Il circule un nombre de 4000 logements privés vacants à Montreuil. S'il y en avait ne serait-ce que 1000, qu'est-ce qui vous empêcherait de les réquisitionner? Je sais pas. Aucune idée. Il faudrait voir faudrait que j'en parle à mon collègue Jean-Jacques Serret, qui est adjoint au logement, et savoir si c'est légal, si on peut le faire, parce que bon, moi je veux bien réquisitionner des logements et y mettre des gens dedans, mais si c'est pour qu'ensuite qu'ils soient expulsés 3 ou 4 jours après, je vois pas trop l'intérêt. Voilà la désolation humaine, Nathalie Demircian, un reportage militant. Alors quand on a le compte-rendu d'Olivier, comment il a été accueilli en Afrique sans connaître les gens, c'est vrai que le contraste est difficilement supportable. Le paradoxe est difficile. Ouais. C'est la joie de ce que j'ai vécu et la tristesse des personnes qui sont confrontées à ce qu'est confronté Mamadou. Effectivement, c'est difficile à supporter. Oui. Alors aujourd'hui, Nathalie, Mamadou, lui, il est sous une contrainte d'expulsion, c'est ça? C'est ça, un arrêté de reconduite à la frontière. Donc, comme il a été dit dans le reportage, le jour où ils ont expulsé les gens, ils ont demandé les papiers à Mamadou et pas aux autres. Or, ils sont tous sans papiers. Donc, pourquoi avoir fait une arrestation arbitraire, à la limite, où ils les arrêtaient tous, où ils n'arrêtaient personne. Mais à l'heure actuelle, il est toujours expulsable, alors que les autres ont réussi à obtenir une régularisation de leur situation. Et malgré donc cette décision, par chance pour lui, s'il désire rester là, il est toujours là. Mais comment on peut à la fois être condamné par l'administration et la police et arriver à se maintenir alors que l'on est repéré? Comment c'est difficile? Il est obligé de se cacher, de se terrer? Je pense que c'est lui qui pourrait répondre le mieux. Voilà, il a entendu ma question. Bonsoir Mamadou. Rebonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, comment vous existez sur le territoire français? Vous ne pouvez pas sortir dans la rue. Vous avez l'impression qu'à tout moment, les policiers cherchent à vous repérer. Comment vous pouvez vous maintenir sur le territoire alors que vous êtes sous un commandement d'expulsion? Bon, là, je sors, j'ai fait tout ce que j'ai envie. J'ai pas l'impression que la police me recherche pour une reconduite, quoi. Mais bon, ça peut venir au jour où on peut me dire, voilà, monsieur, vos papiers, ou j'ai pas mes papiers, on peut m'envoyer au commissariat. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui? Est-ce que pour vous c'est l'horreur absolue de vous dire que vous allez être condamné à retourner prochainement dans votre pays, que cela serait vécu comme un échec, un déshonneur, que vous ne pourriez pas affronter votre famille en toute dignité? Ou est-ce que vous envisagez de retourner là-bas en vous disant quoi qu'il arrive, c'est tellement pitoyable ce que je vis en France que ça ne peut pas durer?
Je répondrai que voilà, que ça serait un déshonneur de retourner comme ça et retourner dans mon pays avec la famille qui me demandera voilà, monsieur, vous êtes allé pendant 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait, voilà. Et le pire, ça serait que je me retourne encore auprès des gens qui avaient confiance en moi, qui m'ont donné leur confiance, quoi, en me permettant de venir ici, quoi. Quelles sont les études que vous avez suivies ou les qualifications professionnelles qui vous permettraient de trouver un emploi? Et comment arriver à dégoter cet emploi alors que vous n'avez pas les papiers? J'ai très bon, questionnant les qualifications, je sais pas, j'ai pas beaucoup de qualifications, quoi. Vous avez simplement votre enthousiasme, c'est ça? Ouais. Et alors comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur ce qui se passera dans 1 mois? Est-ce que vous essayez de vous dire que vous pourrez obtenir, je ne sais pas trop quel miracle, le précieux papier? Vous y croyez encore à votre avenir en France? Bon, mais j'y crois, mais pas trop, quoi. Pas trop. Je me dis que quelque part, ça serait mieux que je vive clandestinement et puis travailler comme tous les autres, quoi. Vous ne devez pas dormir toujours très bien, hein, la nuit? Pratiquement pas. Je dors pas. J'arrive pas à dormir et quand j'arrive à dormir, c'est juste au petit matin, 6h et 7h. Écoutez, on se sent tellement impuissant devant cette désespérance humaine, on ne peut que vous souhaiter que demain, le destin vous offre les meilleurs auspices, beaucoup de courage. Et puis, bien évidemment, et là, je me retourne vers Nathalie, en conclusion, très rapidement, il est vrai que face à un homme et cette incapacité à pouvoir avoir le droit à l'existence d'une certaine façon, le droit à la dignité. Et puis on se dit que si ça se multiplie, c'est ce que disent ceux qui veulent que certaines lois soient appliquées de façon drastique, que c'est pas possible que toute la misère du monde vienne en France. Comment vous réagissez par rapport à ça, vous? Ça sera ma dernière question. Je voudrais juste vous dire une parenthèse avant de répondre à votre question. Oui. Il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, la situation est très très tendue, bien sûr, notamment pour les Ivoiriens qui viennent du Nord, qui sont les rebelles par rapport au gouvernement en place. Et justement, les familles qui ont été expulsées viennent toutes du Nord. Donc, pour Mamadou, c'est pas seulement une honte de retourner au pays, c'est aussi un risque physique. D'accord, c'est le côté politique. C'est la parenthèse que je voulais... c'est vraiment un risque physique, c'est-à-dire que sa vie est en danger. Hein. Très bien, alors ça c'est précisé. Et la dernière question, pas dans une réponse plutôt succincte. Alors, vous me la rappelez, du coup, j'ai oublié. C'était le fait que malheureusement tout le monde ne peut pas trouver. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc ce que j'aimerais répondre à ça, c'est que le premier pays d'accueil en Europe est l'Espagne, et l'Espagne en est à sa 6e régularisation de sans-papiers, et la dernière fois qu'ils ont régularisé du monde, c'était 700 000 personnes. 700 000, hein. Donc pas 7 000 ni 70 000. Nous, on a régularisé 6 000 personnes sur 30 000 demandes lors de la circulaire Sarkozy. Et l'Espagne est en l'occurrence le premier pays d'accueil de l'Union européenne. Et c'est eux qui ont l'économie qui marche le mieux à l'heure actuelle. Donc, eh bien, écoutez, toute la misère du monde, d'accord, pour moi c'est un gros cliché, c'est faux, encore une fois, on continue à vouloir soigner les symptômes des maux de la France au lieu de s'attaquer aux racines profondes. Merci beaucoup de ce dossier et on ne peut que souhaiter beaucoup de chance parce que malheureusement c'est le mot et le seul qui puisse s'imposer là au détour de cette conversation pour que Mamadou ait enfin le droit à l'espoir. Voilà, on a noté vos coordonnées, myspace.com et Wake Up on the Walk, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Excusez-moi, mais l'anglais c'est pas terrible. Merci, je vous embrasse. Merci, au revoir. Voilà, alors oui, vous, l'Afrique, est-ce que quand vous vous promeniez là-bas, les Africains venaient vers vous parlaient de ce qui se passait? Est-ce qu'ils vous disaient les espoirs qui naissent en eux par rapport à l'Europe?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, on aimerait penser que, suite à ce reportage, on aimerait penser que la Terre n'est qu'un seul pays. Et malheureusement, c'est pas le cas parce que les pays fonctionnent peut-être maintenant un peu comme des entreprises et donc ils sont en concurrence avec d'autres pays. Mais néanmoins, tous les jeunes que j'ai rencontrés en Afrique avaient ce désir de venir en Europe, venir en France plus particulièrement, parce qu'il y a une relation particulière entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Voilà, sur ces pays francophones. Bien sûr, ne serait-ce que cette facilité de dialogue qu'il peut y avoir. Alors, ce que l'on découvre aussi à travers votre histoire, à travers votre déambulation, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur certains pays qui sont riches en matières premières dans les sous-sols, mais avec des richesses détenues que par quelques-uns, le reste, c'est l'Afrique de la débrouillardise. C'est-à-dire qu'on a des vieux camions braque-ballants qui tombent en panne. Vous avez également les bâchés, comme on dit, c'est-à-dire des pick-up, et tout le monde se déplace comme il peut. C'est le monde de la démerde, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, c'est vraiment, comme vous dites, c'est vraiment le monde de la démerde. Les Africains sont des voyageurs, sont des gens qui voyagent beaucoup, en général qui voyagent d'ailleurs assez chargés, et donc et les moyens sont assez faibles, les routes sont en mauvais état, ce sont des pistes, et donc effectivement de tout ça résulte une espèce de surpopulation dans le monde du transport, et que vous preniez des bateaux, que vous preniez des bus, que vous preniez des bâchés, dans des 404 en l'occurrence. Dans une 404, on met 23 personnes dans une 404. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vraiment la notion de s'entasser, d'être des grappes rivées, et puis bon, de temps en temps, dans un virage, il y en a quelques-uns qui peuvent aller dinguer. Et Olivier Doual, il y a également un double aspect. D'un côté, une solidarité inouïe. Combien de fois on vous tend des gamelles, on vous invite, avec parfois, là quand même, vous revenez à l'hygiène parce que vous dites, on crachouille un peu dans les assiettes, on les utilise pour ci, pour ça, puis on les nettoie. C'est pas évident après de prendre le riz. Il y a certaines circonstances où là l'hygiène est véritablement défaillante, et notamment c'était le cas sur le fleuve Niger, où les femmes qui faisaient la vaisselle faisaient la vaisselle avec l'eau qu'il y avait au fond des bateaux, et dans lesquels